Eh bien les amis, bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la composition sur Sega Mega Drive ou Sega Genesis avec le fameux YM2612, les PSG et le DAC. Alors ce que vous voyez actuellement, c'est le site internet de Jonathan Marty Wagner, studiodmpradios.com, et je suis sur la page de DAC Master qui est en fait mon pôle création de musique jeux vidéo où j'étudie les puces sonores des consoles 8 et 16 bits. Il y a une page dédiée au guide de composition sur console, et ce qu'on va voir aujourd'hui c'est le guide de composition sur Sega Mega Drive que vous avez ici, volume 1, composé pour Mega Drive Genesis, YM2612 PSG et DAC. Donc c'est un simple PDF qu'on peut visualiser et télécharger, c'est mis à disposition gratuitement. Ne le redistribuez pas en disant que c'est le vôtre, il y a quand même des droits d'auteur, je l'ai écrit, mais sinon vous pouvez l'utiliser librement. Alors on va voir ça ensemble. Vous avez la table des matières pour voir ce qu'on va aborder. Positionnement du guide, bon ça c'est un petit peu, on pourrait dire, le mot de l'auteur. Architecture sonore de la Mega Drive, parce que c'est important de comprendre le matériel et avec quoi on va travailler. Présentation du YM2612, la fameuse puce Yamaha avec ses 6 canaux FM et 4 opérateurs par canal. Petit 4, comprendre un opérateur FM, brièvement, on va pas non plus faire un cours très important sur la synthèse FM. Les algorithmes et carrière ou modulateur, à savoir si un algorithme se met carrière ou modulateur, ce qui va être complètement différent dans la manière de créer son son, parce que c'est aussi sur ça que le guide veut vous amener. Utiliser des presets, c'est bien, créer ses propres sons, c'est mieux. L'enveloppe FM, parce que c'est très important, et les paramètres utiles à connaître pour sculpter son son. Les fameux sons PSG et la deuxième puce sonore de la Mega Drive, le SN76489. Alors je sais que certains disent 764-89, bon, on s'en fiche. C'est les fameux sons 8 bits, carré et noise, on verra un peu ce qu'il en retourne. Et le fameux DAC PCM, j'ai appelé ça en rigolant le canal qui cogne, c'est-à-dire en fait le canal sur lequel on peut faire de la batterie. On verra ensuite une partie sur la monophonie, polyphonie et ruse d'écriture, bien sûr polyphonie parce que je dis bien ruse d'écriture parce que chaque canal, chaque canot de la Mega Drive est monophonique, et si on veut créer des accords, il y a différents trucs à savoir. Ensuite, une partie où on composera un petit morceau dans Deaflmask. Bon, j'ai mis Deaflmask parce qu'il est un petit peu plus accessible à mon sens que Furnace. Alors ce sont des trackers, des moyens de faire de la musique de Mega Drive. Mais si vous le demandez dans les commentaires, je pourrais faire une petite vidéo sur Furnace. Quelques effets qu'on peut retrouver essentiels, parce qu'on va pouvoir avoir des effets pour créer de la musique. Les effets Mega Drive qui sont spécifiques, parce qu'effectivement, on va peut-être pas retrouver forcément les mêmes sur une Amiga, sur une NES. La Mega Drive a des effets propres à elle et propres à sa puce. Le mapping de canaux selon DAC Master, donc c'est un petit guide des bonnes pratiques. Et quelques petites recettes, erreurs, briefs de composition, fiches rapides, etc. Donc, c'est un guide qui se veut avant tout être une source d'inspiration. Je précise quand même que nous écoutons en fond la musique de Thunder Force 4. J'espère que YouTube ne va pas censurer la musique de fond. Faudrait que je recommence toute la vidéo, ce qui serait dommage. Bon, cela dit, je possède le jeu. J'ai normalement tous les droits pour écouter cette musique. Je sais pas si je peux quand même la mettre sur ma vidéo. Ou je le signalerai dans les crédits. Alors, positionnement du guide. Comme je l'ai dit, voilà, ce document est un guide de travail DAC Master, le nom sur lequel j'officie en tant que compositeur de musique chiptune sur les puces. Pour composer de la musique Mega Drive Genesis avec une approche pratique, principalement compatible avec une écriture de type Deaflmask. Néanmoins, tous les conseils peuvent être appliqués sur d'autres logiciels. Il ne remplace pas une documentation bas niveau du programmeur. Bien évidemment, il ne s'agit pas de faire de vous des programmeurs. Là, on parle bien de composer de la musique sur Genesis. On traduit la musique et des décisions musicales. Mais oui, parce que décisions musicales, il va falloir en prendre parce que la machine impose des restrictions. La machine impose des choix à prendre, artistiques, qui vont directement influencer la musique. On n'est pas aussi libre que sur un DAW moderne où on peut empiler les effets, les pistes et les arrangements. Quel canon employer, comment penser la FM, où placer le PSG, quand utiliser le DAC et quels effets méritent d'être appris en premier. Sachant que c'est bien de tous les connaître, mais on peut avoir une anti-sèche sous la main.
Alors, oui, c'est un système hybride. Ce que je disais, la Mega Drive est un système hybride parce qu'elle a un synthétiseur FM, le Yamaha YM2612, et elle a un générateur de PSG. La puce SN, elle était déjà présente dans la Master System. C'est elle qui faisait le son de la Master System. Sega a jugé bon de le laisser dans la Mega Drive. Clin d'œil ou petit chip pas cher pour augmenter, mais ça a hautement participé au son de la Mega Drive et des nombreux compositeurs s'en sont servis, soit pour des petits effets, ou soit pour accompagner des mélodies ou grossir le son. On verra des petites techniques. Et aujourd'hui, on imagine mal des musiques de Mega Drive qui n'exploiteraient pas le PSG. Et un canal DAC PCM qui détourne le 6ème canal FM, on le verra pourquoi. Hein. C'est soit le 6ème canal est FM, soit il se comporte en DAC. Et donc il nous resterait que 5 canaux FM. C'est une petite spécificité à apprendre du YM2612. Et un environnement souvent piloté par le Z80, une petite puce qui était ce petit coprocesseur, on va dire, qui était souvent alloué pour le son. Hein. Souvent, la plupart des drivers fonctionnaient avec le Z80. Et la puissance musicale, pour ça, c'est mes petites phrases, vient du frottement entre ces blocs. Alors, des petits conseils avant de se mettre à composer: ne pas remplir tous les canaux par réflexe. Chaque piste doit avoir une fonction lisible. D'autant plus que si un jour vous devez composer pour pas simplement de la musique Mega Drive, mais pour un jeu, il faudra penser à libérer certains canaux ou laisser un petit peu de place pour les effets sonores du jeu. Et donc tout doit avoir été fait par une réflexion préalable pour déterminer où vont les différents éléments. Pensez la FM comme une sculpture de timbres et pas comme une banque de presets. Encore une fois, vous amenez vers l'apprentissage et la création de vos propres presets, de votre propre geste musical pour vous rendre plus libre musicalement. Réservez le PSG aux éclats, aux doublures, aux arpèges, au bruit et au contour. Mais oui, le canal de bruit peut imiter le bruit de l'océan, comme dans le jeu Echo, peut imiter divers bruits de collision, d'explosion. Explosion, c'est un petit peu plus dur. Les arpèges rapides, et oui, on peut arpéger des accords, on peut imiter la polyphonie en faisant des arpèges, les doublures de mélodies principales qui créent une espèce de chorus, et aux éclats parce que les sons peuvent être très brillants. Et les ondes carrées ont ce côté justement très brillant, très presque distorsionné, qui fait immédiatement ressortir ces sons dans le mixage. Utilisez les samples DAC comme ponctuation ou batterie, pas comme une station audio moderne. De toute façon, on ne peut pas. Le DAC est monophonique, il ne peut jouer qu'un seul sample à la fois. Il y a d'ailleurs des ruses via divers drivers audio sur le marché, les fameux drivers XGM et XGM2, qui permettent d'avoir plusieurs sons joués en même temps, qui se retrouvent quand même à chaque fois tous remis dans un seul canal, mais qui donnent l'illusion que c'est bien pour le jeu. Néanmoins, gardez en tête quand vous composez que le DAC est monophonique. Hein, il ne peut jouer qu'un seul son. C'est une bonne base pour démarrer. Alors, je passe rapidement. Architecture sonore de la Mega Drive. Alors, on parle bien de l'architecture sonore. Classique de la Mega Drive, hein, alors c'est valable pour modèle 1, modèle 2 grosso modo. Le 2612 est remplacé dans la Mega Drive 2. Certains, on va le voir pourquoi, mais pas énormément de différence. Faut vraiment être puriste et avoir l'oreille confirmée en disant oui, sur la modèle 1 on entend plus le ladder effect, ce que sur la modèle 2 il est plus propre, c'est pas le même étage. Oui, mais là on est sur un guide de découverte préalable. Ça sont des choses qui viennent après, plus tard, la coloration, tout ça. Alors le système sonore classique de la Mega Drive, il combine deux familles de sons. Le Yamaha YM2612, ça on l'a déjà dit, pour la synthèse FM, et le Texas Instruments. Oui, c'est Texas Instruments qui faisait ça, le même constructeur que les fameuses calculatrices, avec la puce SN 76489 pour le PSG. Alors dans Defelmask, le système Sega Genesis, il associe ces deux puces automatiquement. Quand on prend Sega Genesis, on a déjà tout qui est mappé. Et d'ailleurs le manuel Defelmask, il indique pour la Sega Genesis le YM2612 plus le SN 76489. Ok, il donne le range, c'est-à-dire la note la plus basse qu'on peut faire jusqu'à la note la plus aiguë. Alors vous voyez, par rapport au... Alors il y a des tables, si vous voulez, des tables qui déterminent la hauteur des notes dans le... Il me semble que c'est dans le driver, et qui
dit en fait les registres qu'il est possible d'atteindre. Donc Do dièse 0 jusqu'à Do 8, on couvre un très très gros spectre. Volume maximal 7F, hein, on est en hexadécimal. Et pour le YM2612, pardon, 7F pour le YM2612, c'est différent pour le SN. Vous regarderez sur DFLMAS, vous pouvez monter que jusqu'à F. Il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F. Et F sera... Alors si vous mettez 5E, enfin je vous renvoie à l'étude du système hexadécimal. Au début c'est un petit peu complexe, mais une fois qu'on a compris le truc c'est assez simple. Mais F sera le volume maximal. Alors, voici les 4 éléments les plus importants à connaître. J'y reviens encore, on en a déjà dit beaucoup. La puce YM2612 du constructeur Yamaha, qu'on appelle aussi la OPN2. Hein, c'est un petit raccourci, ça va assez vite. Elle est plus connue sous le nom YM2612, mais on peut aussi l'appeler OPN2. Elle a, je le redis, 6 canaux de synthèse FM à 4 opérateurs par canal. Elle peut faire des basses, des leads, des accords, des stables, des percussions. Je précise que ces 4 opérateurs génèrent des sinusoïdes. Il existe des puces ou des produits Yamaha de synthèse FM, notamment par exemple le Yamaha TX81Z qui lui permettait d'avoir 4 opérateurs, mais chaque opérateur avait différentes formes d'ondes. On pouvait mettre toujours la sinusoïde, mais il y avait des sines un peu square, il y avait d'autres ondes qui permettaient des timbres encore plus recherchés. Mais la Mega Drive se concentre exclusivement sur la synthèse FM à partir de sinusoïdes. Chaque canal FM est monophonique, les accords mangent vite les canaux. Ben oui, si vous voulez faire un accord par exemple de Do mineur, Do, Mi bémol, Sol, vous devez allouer 3 pistes FM avec par exemple le même son, le même preset. L'un jouera le Do, la deuxième piste FM jouera le Mi bémol et la troisième le Sol. Donc on s'aperçoit que si on n'utilise pas le DAC, on a 6 pistes FM pour s'exprimer, ça peut très vite être mangé par des accords. Donc il y a des vraies décisions artistiques à prendre assez rapidement. La puce SN, le PSG, il a 3 canaux carrés. Quand je dis carré, je veux dire les fameuses ondes square, plus un canal noise. On peut faire des arpèges, des doublures, des aigus, du contrepoint simple, des hâtes et des noises. A noter, petite chose spécifique, si sur le canal noise, vous utilisez une note très aiguë, Do 7 ou même le fameux Do 8, le canal 3 de la puce SN sera sacrifié. Vous ne pourrez plus l'utiliser en onde square, vous n'aurez que le SN1 et SN2, parce que justement le 3, pour simplifier, va aller aider, et va se sacrifier, va aller aider le canal noise pour pouvoir générer ces notes très aiguës. C'est à savoir. Donc si par exemple vous dites tiens je dois composer pour un jeu Sega Mega Drive, vous avez fait un Charleston ou hi-hats pour ceux qui préfèrent les mots anglais avec le canal noise, mais que vous avez utilisé par exemple dans DFLMAS ou dans Furnace une note très aiguë, Do 7, Do 8, et ben si DFLMAS et Furnace sont assez souples et vous permettront de composer sur le canal 3, mais la Mega Drive, quand vous écouterez sur Mega Drive, elle ne le restituera pas, ça passera pas, vous ne l'entendrez pas, il aura été sacrifié sur l'autel. Le DAC PCM, alors la lecture de sample court via le dernier canal FM, drum, voix, impact, il est monophonique. Le DAC sacrifie le FM6, qualité et timing dépendent du driver. Alors ça c'est très important. On va faire une petite analogie simple. Quand vous composez sur un tracker, ou en MML, alors là je parle pas de composition en Do par contre, je ne parle pas de composition dans Cubase, Ableton ou Reaper, parce que là vous imitez le son de la Mega Drive, il y a des VST qui imitent le son, qui émulent le son du YM2612 et des PSG, qui permettent de composer en Do. Seulement après, à la fin, vous pouvez écouter la musique dans votre Do, vous pouvez sortir un Wave ou MP3, mais la console ne peut pas le lire. La console, elle lit un VGM, elle lit un fichier VGM, qui est une trace horodatée de toutes les indications envoyées à la puce pour qu'elle soit jouée, et elle comprend pas le Wave. Hein. Les trackers comme Furnace ou DFLMAS permettent d'exporter votre morceau en VGM. Okay, alors quand vous composez sur un tracker et que vous créez un VGM, on va dire que le VGM, j'aime bien dire ça, c'est un petit peu la partition de votre morceau, c'est la partition. La console, c'est l'instrument, c'est le piano.
hein, vous avez un beau piano à queue, Mega Drive Genesis, YM2612 et la puce SN 76489. Mais il manque un musicien interprète. La partition elle bouge pas. L'instrument il peut bouger un peu, on l'a dit, il y a la modèle 1, modèle 2, suivant là où on est dans le monde aussi. C'est vrai qu'une modèle 1 au Japon sonne pas pareil qu'une modèle 1 aux États-Unis ou en France. Les fameux PAL, les fameux tous ces trucs là. Bon, des petites différences, comme un piano Korg et un piano Yamaha. Bon, c'est des super pianos, mais on va sentir un petit peu de différence dans le son. Ce qui va faire la différence, c'est l'interprète, c'est le musicien. Oui, là par contre, le jeu humain, l'intention, là, on ressent vraiment des différences. Et bien le musicien, là, dans l'équation, bah, c'est le driver. C'est le driver, parce que dans le driver, il est expliqué comment, comment il doit piloter le son, comment c'est envoyé, comment c'est schedulé, comment c'est les retards qu'il y a, comment il gère le flux de toutes les données qui arrivent, est-ce qu'il éclate, est-ce qu'il... Voilà. Alors, globalement, ça se joue à peu, hein. C'est un peu comme les musiciens professionnels. Quand un musicien professionnel joue, je sais pas, au clair de la lune, on peut entendre des différences et des petites spécificités, mais globalement on reconnaîtra toujours le morceau. Bah là c'est pareil, il y a des drivers iconiques, hein, les drivers de Yuzo Koshiro pour Street of Rage, le driver de Sega pour Sonic, les drivers qui ont été utilisés dans divers jeux. Il y a des drivers historiques, aujourd'hui on retrouve beaucoup sur le marché, les MDSDRV, les XGM, XGM2. Moi j'ai développé mon propre driver avec l'aide de l'intelligence artificielle. Je sais, bon, certaines personnes sont vraiment contre l'utilisation de l'intelligence artificielle, surtout dans le milieu du codage informatique. Moi, j'apprends le codage, je prends des cours, mais je ne suis pas un expert codeur. Et puis d'ailleurs, moi, j'ai dédié ma vie à l'apprentissage de la musique. Je n'ai pas de honte à m'être fait aider. Je suis arrivé avec un projet sur la table en expliquant ce que je voulais exactement, et on a mis une bonne quinzaine de jours et j'ai réussi à créer mon driver Mega Drive que j'utilise pour mes morceaux, qui a les spécificités que j'ai demandées. Alors c'est du très bas niveau, c'est du langage assembleur, c'est très complexe. J'aurais bien évidemment pas pu le faire tout seul. Et de toute façon, j'ai mis ici et là des annonces et je n'ai trouvé personne avant pour m'aider à faire ça. Je pense qu'il aurait fallu quelqu'un de très très spécifique, qu'il aurait peut-être fallu payer des 100 et des 1000. Alors je suis désolé, mais dans mon côté, j'ai fait avancer ma propre recherche, et bien en utilisant l'intelligence artificielle, n'en déplaise à certains. Il n'empêche que je suis tout de même capable de vous expliquer l'architecture sonore de la Sega Mega Drive. Alors, dernier petit point à voir sur cette page-là, le Z80 sonore, le CPU secondaire qui est souvent, parce qu'on a eu des drivers dans l'histoire, je crois que le driver de The Revenge of Shinobi à la base était un driver qui était... ce n'était pas le Z80, le coprocesseur secondaire qui s'en occupait, c'était le 68000. À la base, la Mega Drive est équipée d'un processeur principal, un Motorola 68000, qu'on retrouve partout à cette époque-là, hein. C'est celui de la Neo Geo aussi, enfin il est cadencé un peu plus haut, je crois à 12000. Le 68000 de la Mega Drive, il est à 7,35 ou 6, je sais plus trop. Et ça, certains drivers utilisaient le 68000 parce que c'est un processeur puissant quand même pour l'époque. Mais après, quand les jeux ont commencé à devenir plus gourmands, les ingénieurs se sont dit on va laisser le processeur principal gérer le jeu pour avoir des jeux justement plus beaux avec plus de trucs, et on va dédier la partie sonore au Z80. Voilà, le compositeur le rend compte surtout via le driver, pas directement. Mais oui, c'est le driver. Enfin, moi, mon driver personnel va vers le Z80. Bon, alors, petite info sur mon driver, il n'aurait pas pu exister dans les années 90 puisque il y a avant que j'ai des scripts Python qui prennent mon VGM et qui le réécrivent et qui laissent passer un maximum d'informations avant de le transmettre au driver. Ça aurait été très compliqué dans les années 90, mais aujourd'hui on peut le faire. Et puis encore, je vous le dis, c'est mes expérimentations, c'est mon travail, c'est ma recherche. Je fais beaucoup de tests, voilà, bref, c'est un autre sujet. Point numéro 3, le YM2612, les 6 canaux FM, 4 opérateurs. Alors, je le redis encore une fois parce que j'ai dit beaucoup de choses. Le YM2612, c'est un synthétiseur FM à 6 voix. 6 voix, comprenez 6 canaux. Chaque canal FM contient 4 opérateurs. Ces opérateurs peuvent être organisés en 8 algorithmes. Algorithme, autre nom très important à retenir, c'est la manière dont les opérateurs
vont s'organiser l'un après l'autre. Ça va changer considérablement le timbre du son. Un canal produit donc un seul événement mélodique à la fois, mais cet événement peut être très riche. Effectivement, avec la synthèse FM, on peut faire autant des basses que des cloches, que des cuivres, que des sons de guitare distorsion. Il y en a des très beaux dans des jeux par exemple, comme Time Tracks, des synthétiques, des orgues, des ligues, des percussions, et j'en passe, et même, oui, des textures brutées. Le sixième canal, on l'a dit, peut être utilisé comme un DAC PCM, et non pas ADPCM, attention, dans ce cas, il ne joue plus un instrument FM classique, il sert à envoyer des valeurs numériques qui deviennent un sample. On refait un son, on le verra, c'est quand même échantillonné assez bas, hein, c'est ça qui donne le fameux caractère un peu granuleux et très intéressant de la Mega Drive, qui lui a donné un côté tout de suite identifiable, historique. Dans Devilmask, l'effet 17, je crois que c'est 1706, active ou désactive cette fonction sample sur le dernier canal FM. On le verra plus tard. Canal 3 étendu. Alors ça c'est un mode très spécifique de la Mega Drive, pas réservé aux débutants mais j'en parle quand même. Le mode Genesis X Channel 3 de Devilmask permet de contrôler indépendamment les fréquences des 4 opérateurs du canal 3. Cela ne transforme pas magiquement la console en polyphonie libre, mais cela ouvre des ruses puissantes, 4 sinus indépendantes avec certains algorithmes. Je crois que c'est l'algorithme 3 ou 4. Alors, la Channel 3, le canal 3 du YM2612 a un mode spécial qu'on appelle le mode Channel 3. Et on va pouvoir indépendamment contrôler les fréquences de chaque opérateur. Ça va créer 4 nouvelles petites pistes. On peut faire des illusions de polyphonie et d'accords. C'est assez dur à prendre en main au début, pardon. On peut s'en servir pour faire des sons évolutifs. Hein, c'est assez puissant. C'est à essayer, mais pas réservé aux débutants. Ça se change assez facilement sur Devilmask. Il suffit d'aller dans les menus et choisir Genesis, Channel 3, Extended. Excusez mon anglais, il est mauvais. Je me demande si Google la traduction YouTube va réussir à le traduire. 4. Comprendre un opérateur FM. Alors un opérateur FM, c'est un oscillateur sinusoïdal. Il crée des sinusoïdes. Il est accompagné d'une enveloppe, c'est-à-dire des paramètres qui déterminent comment le son se comporte dans le temps. Il peut produire du son audible ou modifier un autre opérateur. Et oui, c'est très important. Soit l'opérateur génère du son, soit il va générer la sinusoïde qui va modifier le son d'un autre. Lorsqu'il produit le son final, on appelle généralement carrière. Lorsqu'il module un autre opérateur, on l'appelle modulateur. Il module, c'est un modulateur. Il crée un son, il est carrière. Le principe. Un modulateur, il fait varier la fréquence d'un carrière. Plus la modulation est forte, plus le timbre s'enrichit en harmonique. Ça s'additionne, ça bouge. Il devient souvent agressif. Mais ça colle très bien avec l'identité sonore de la Mega Drive. On va pas rentrer dans le débat qui a le meilleur son entre la Mega Drive et la Super Nintendo, mais parce que les comparatifs qu'on voit partout sur internet sont de base et d'avance complètement faussés. La Super NES a essayé d'être réaliste. Et c'est pour ça que tout le monde dit oui, les musiques de RPG sont fantastiques sur Super NES. Bien sûr, elles le sont. La Super NES a essayé, via sa technologie de sample, d'être réaliste. La Mega Drive n'a jamais cherché à être réaliste. La Mega Drive a cherché à être une console de rebelle, puissante, grésillante, dans une tradition de puce arcade, FM, traditionnelle, avec ce son brillant, agressif, qui tape. Elle n'a jamais cherché à être réaliste. Donc comparer ces deux consoles sur principalement un argument de laquelle sonne le plus réaliste, bien évidemment que la Super NES gagne. Mais un vrai comparatif devrait, selon moi, s'appuyer sur beaucoup d'autres points. Passons. Alors, je vous ai mis un petit descriptif des termes les plus importants avec comment ça se traduit sur le sens musical. Carrière, opérateur audible, il sort dans le mix final. Si son niveau baisse, le son entier peut disparaître. Mais aussi le carrière est en bout de chaîne, baisser le son de la fin baisse le son général. Modulateur, c'est un opérateur non directement audible. Oui, puisqu'on a dit qu'il affectait un autre opérateur. Il sculpte le timbre d'un carrière. Algorithme, schéma de connexion entre ces 4 opérateurs, défini qui module qui. Le feedback, il renvoie de l'opérateur vers lui-même.
ajoute du grain, de la dureté et du bruit contrôlé. Sur scène, le feedback, c'est ce qu'on appelle un peu l'effet Larsen. C'est le phénomène de boucle, c'est quand un son sort par exemple d'un haut-parleur, réentre dans le micro et réamplifié, repasse dans tout l'étage du son, alors ça peut être différents amplis, etc. Ressort dans les enceintes amplifiées et fait une boucle comme ça infinie qui fait que le son monte. On a la possibilité d'ajouter du feedback, c'est-à-dire en fait de faire boucler le son. À force, il crée plus d'harmonique, le son grossit, le son devient plus agressif. Ça peut être, on n'est pas forcé de le faire, mais si on veut des sons très purs à la Sonic, on va mettre très peu de feedback. Si à côté on veut justement des sons à la Thunder Force 4 comme on écoute là avec ces grosses disto métal, on a peut-être tendance à faire un gros son de guitare en mettant le feedback à fond la caisse. TL, très important à comprendre comme réglage pour Total Level, niveau d'un opérateur. Alors attention, sur le Yamaha, une valeur TL plus haute atténue souvent davantage. Et oui, si on est à 127, de mémoire c'est 127, on est muet. Et si on se met à 0, c'est le son maximum. Hein. Réglage pratique, pour créer un son, on commence par écouter uniquement les carrières. Et oui, on écoute les opérateurs audibles. Puis on ajoute les modulations progressivement. Et oui, si vous commencez à régler les modulations avant d'entendre ce que ça fait sur un carrière, vous allez avoir du mal à sculpter vos sons. Par contre, dans cet ordre-là, tout devient... C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Oh, la synthèse FM est très compliquée », elle peut l'être. Mais quand on a les bonnes explications, la synthèse FM est en fait assez simple. Si tu touches tout d'un coup, tu ne sais plus quel paramètre produit le timbre. Et oui, on peut vite s'en mêler les versos. Alors... les algorithmes, carrière et modulateurs. Les 8 algorithmes du YM2612 définissent l'architecture interne d'un patch, on l'a déjà dit. Certains algorithmes produisent des timbres très complexes avec une seule sortie finale, d'autres donnent plusieurs carrières additionnées, donc des sons plus ouverts ou plus orgue. On le verra que certains algorithmes, c'est vrai qu'ils sont plus dédiés à certains sons. Et d'ailleurs, à la base, les documents Yamaha officiels, par exemple du YM2612, qu'on doit pouvoir trouver sur Internet, donner déjà des indications sur tel algorithme est bien pour des sons de bells, pour des sons de cloches, celui-là est bien pour les orgues, etc. Donc on a des algorithmes en chaîne, les uns à la suite des autres, basse agressive, guitare synthétique, son sale, percussion FM, ça c'est ce que j'ai repris justement de ces documents. Algorithme mixte, cuivre, piano électrique, leads, expressive, cloche contrôlée, donc ça va être le 2, le 3, le 4, le 5. Algorithme avec plusieurs carrières, je crois que c'est 5, 6, 7 de mémoire. Orgue, pad, maigre, accord interne, son plus stable. Algorithme 7, plusieurs carrières indépendants utiles pour son simple. Pseudo-accord, sinusoïde superposé. Les sons à la Sonic, très jolis, sans trop de disto, pas trop agressifs, sonnent bien avec l'algorithme 7. Un bon patch Mega Drive n'est pas forcément complexe. Beaucoup de sons efficaces reposent sur un carrière clair, un modulateur bien dosé, une attaque franche et un feedback maîtrisé. Oui, on utilise rarement des attaques lentes. Sauf pour certains FX, parce qu'encore une fois, comme la console est monophonique, c'est quand même assez dur de faire des pads. Hors contexte de RPG. On passe à la suite. Les enveloppes FM, ce sont des paramètres utiles à connaître. Chaque opérateur possède une enveloppe. Les noms varient selon les outils, mais l'idée reste celle d'un contour dans le temps. Attaque, chute, decay, maintien, relâchement. Sur Mega Drive, la sensation percussive vient souvent d'une attaque rapide et d'un decay fortement caractérisé. Donc, voici comment sur la plupart des plugins ou sur un tracker, on retrouve les différents termes de ce qu'on peut changer. AR pour attack rate, en fait c'est l'attaque. C'est la vitesse d'apparition du son. Si l'attaque est rapide, le son est immédiatement audible. C'est très bien pour des basses, pour des cloches ou des percussions. Si le son est lent, il met longtemps à monter. Le decay, souvent qu'on trouve sur D1R, c'est la première chute après l'attaque, c'est-à-dire le décroissement du son, le son volume qui baisse. Il est très important pour les AP, ce que j'appelle les AP, moi c'est les électriques piano, les bells ou les plucks. Il y a un deuxième decay qui est une chute secondaire, où ça peut être un maintien évolutif qui intervient après. Le release rate, qu'on va souvent trouver sur RR, c'est la vitesse d'extinction d'une note off. Alors c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il va y avoir un note off, c'est-à-dire en fait arrêt de la note, le son peut soit s'arrêter immédiatement, soit continuer à décroître lentement avant de mourir. Donc ça dépend des sons. Il y en a certains, on veut qu'ils meurent instantanément. D'autres, on voudrait qu'ils puissent continuer un peu. Ensuite, le paramètre SL pour sustain level, c'est le niveau de palier après le decay. C'est-à-dire en fait pendant combien de temps
le son reste à son niveau avant de décroître. Sur un son de type pluck, de type bells, on a souvent peu de sustain levels. Sur un son, je cherche un son qui pourrait sonner longtemps, ça pourrait être quoi? Ça peut être par exemple une corde de guitare. Peut-être qu'on aurait plus de sustain level là pour le coup. Ensuite, le paramètre MUL, c'est le multiplicateur au multiple. Il multiplie la fréquence de l'opérateur. Il va aussi changer la richesse harmonique. C'est-à-dire par exemple que si vous avez un La à 220 Hz, vous jouez un La à 220 Hz, si vous mettez mult sur 1, il va passer au double 440. Ensuite, il va passer à 880 si vous le mettez sur 2, etc. Ça va créer d'autres harmoniques. C'est pour ça que j'ai dit ça change la richesse harmonique. On peut le faire sur chaque opérateur. Et c'est aussi ça sur la synthèse FM qui donne souvent des sons assez intéressants. Le paramètre DT, Detude, alors j'ai marqué décalage fin de fréquence, il est utile pour épaisseur et instabilité. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez choisi le multiplicateur de fréquence, vous pouvez en plus détuner, c'est-à-dire changer un petit peu la hauteur de manière plus léchée, on va dire, de manière plus fine, cet opérateur pour le rendre soit un peu plus aigu ou un peu plus grave. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement quand des différents opérateurs pas exactement accordés de la même manière se mélangent, ça grossit le son, ça épaissit. C'est un peu le principe d'un orchestre. Tous les violons ne jouent pas le pitch parfait tous ensemble, sinon le son paraîtrait très plat, ça montrait juste le volume. On n'aurait pas l'impression qu'il y ait 18 violons qui jouent ensemble, alors que le fait qui soit très légèrement désaccordé et puis que chacun ait son rythme, chacun a son trémolo, chacun a sa manière de frotter les cordes, bah crée plutôt un son de type chorus, épaissit le son et on peut recréer ces choses là avec le paramètre des tunes. Alors à doser sur des réglages extrêmes, c'est pas beau, mais on peut obtenir des sons. Si vous voulez faire une musique pour un jeu alien ou un truc un peu dérangeant, jouer sur le détune permet d'avoir des sons incroyables en FM. Alors ensuite le paramètre AMS, FMS, c'est la sensibilité d'amplitude et les fréquences de modulation par le LFO. En fait, vous allez pouvoir sélectionner ce qui va être modulable par le LFO, le Low Frequency Oscillator, qui en fait va générer une sinusoïde et qui va permettre d'alterner certains paramètres. C'est très intéressant, pas pour les niveaux faciles, à expérimenter après comme le Channel Extended 3. Dans DefleMask, certains effets permettent de modifier ces paramètres pendant la lecture. Par exemple, les TL des opérateurs, le feedback, le multiplier ou l'attack rate. Alors c'est compliqué, faut mettre à chaque fois. Enfin c'est compliqué, c'est pas compliqué, mais ça prend du temps. Il faut à chaque fois écrire la commande. Ça permet d'avoir des sons qui évoluent dans le temps. Yuzo Koshiro l'a énormément utilisé dans les Streets of Rage. Le défi, là ça va être de le gérer de manière suffisamment fluide pour que l'oreille trouve ça naturel. C'est pour ça que ce sont des effets puissants, mais ils doivent rester au service d'un geste musical précis. C'est sûr que si vous faites un blues, peut-être que ça sera moins dans le style que si vous faites de l'électro club, où là on veut peut-être avoir des basses qui évoluent ou des trucs un peu plus précis. Section suivante, on va passer vite fait en revue maintenant le PSG, le SN764-89 carré et noise. Alors le PSG, comme on l'a dit plusieurs fois, il apporte 3 canaux de tonalité carré et un canal noise. Alors ce qui est bien avec les ondes carrées, c'est que ça sort tout de suite dans le mix. Alors c'est à doser avec parcimonie quand même. Le timbre il est beaucoup plus simple que la FM, mais il traverse très bien le mix encore une fois. Il est plus simple que la FM, mais il permet d'introduire des ondes carrées. Là où on n'a que des sinusoïdes avec la FM, et ça fait des mélanges très intéressants. Donc on l'a déjà vu, un doublure de mélodie, peut bien faire une mélodie sur un canal FM et la doubler au PSG, légèrement détuné parce qu'on peut aussi le détuner pour avoir cet effet chorus, cet effet grossi. On peut aussi copier une mélodie et la décaler un petit peu dans le temps légèrement pour créer un effet de delay, d'écho et simuler de la reverb, parce que je le précise quand même et c'est important de le dire maintenant, la Mega Drive n'a aucun effet interne. Pas de phaser, pas de flanger, pas de distorsion ou de low pass filter, high pass filter. Elle n'a pas de reverb, elle n'a pas d'écho, elle n'a pas de chorus. Tout doit être créé par des petites ruses, ce qui rend en fait la composition sur Sega Mega Drive extrêmement intéressante. Là où aujourd'hui les outils du compositeur offrent une multitude d'effets et tout sous la main, la Mega Drive oblige
une récession et une politique de l'économie très intéressante. On trouve une forme de liberté dans toutes ces contraintes justement qui n'enferment pas, mais qui, dans l'histoire de la composition musicale sur console, ont forcé les compositeurs à ruser d'ingéniosité pour trouver en fait des techniques pour faire ce qu'ils veulent de leur musique et rendre justement que leur intuition et leur geste musical se retrouvent dans leur musique. On retrouve exactement le même procédé sur le pixel art de l'époque. Le fait d'avoir une Sega Mega Drive qui ne peut afficher que 64 couleurs à l'écran réparties en 4 palettes, dont le premier indice est censé être l'indice de transparence, fait que on a dû inventer diverses techniques pour simuler la profondeur, mélanger différentes couleurs pour créer d'autres textures, une politique de l'économie qu'on ne retrouve pas aujourd'hui sur des systèmes où on peut afficher 512 1024 couleurs à l'écran, des sprites énormes. C'était une révolution à l'époque, hein, quand on voit enfin c'est pas les premiers, mais quand on voit un Street of Rage 2 apparaître avec des gros sprites, on se dit ah, et quand même sur un beat'em up, alors moi je dis encore beat'em all normalement, mais faire apparaître des sprites aussi gros, pas aussi gros que sur Neo Geo, mais et d'afficher autant de trucs à l'écran, et ils se sont dit chapeau, la console elle est en permanence à 98%, c'est fantastique. Bref, passons. Alors, PSG1, alors ça, usage DAC Master conseillé, c'est souvent comment j'emploie les PSG, parce que c'est bien d'avoir des choses sous la main, mais encore faut-il quoi en faire. Alors moi je me fixe des petites règles. Le PSG, parce que je n'utilise pas tout, j'utilise au besoin. Souvent je me dis le PSG1, je vais faire des arpèges. Alors, je mets aigu parce que ça sort mieux. Je vais faire des arpèges, ça, de mes accords, souvent je le fais. Ça aide à faire rentrer l'harmonie dans la tête de l'auditeur. C'est important qu'il sente, parce qu'une belle mélodie elle est jolie, mais elle ressort d'autant plus jolie si elle est appuyée sur des accords qui la mettent en valeur. Une harmonie riche mais une mélodie en valeur. Et donc j'aime bien rappeler la grille harmonique avec mon PSG1. Le PSG2 contre mélodie. Alors soit je prends la mélodie principale et je la double avec ce fameux effet chorus, ou je la décale un peu dans le temps pour faire un delay, ou alors je fais une contre-mélodie, c'est-à-dire une mélodie qui répond. La première mélodie peut affirmer quelque chose, pa-da-pa, et le contre-mélodie pourrait répondre pa-da-pa-pa-pa, et donc on aurait deux instruments qui font un question-réponse. PSG3, support grave aigu. Des fois je m'en sers pour doubler une basse avec une onde square bien grasse, et ça me fait une espèce de basse vraiment dominante dans le mix qui tabasse. Et le noise, je m'en sers pour faire de petites snares, des hats, du souffle, du bruit des impacts ou de la texture mécanique. On peut faire pas mal de trucs, c'est assez rigolo. Il y a des consoles sur lesquelles le canal noise est bien plus intéressant, hein. Le canal noise sur le PC 98, il est incroyable. Le canal noise de la Neo Geo, pareil, il peut faire plus de choses. On peut choisir des fréquences, voilà. Mais globalement, il y a plusieurs modes, c'est à étudier, il faut les essayer. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le volume maximum, ça va être F. Faut rester prudent. Moi, j'ai eu des tests sur j'ai deux Mega Drive, j'ai une modèle 1 et une modèle 2. Et c'est vrai que souvent, les PSG, et notamment sur le canal noise, ne sortent pas pareil sur ma modèle 1 et ma modèle 2. Ma modèle 2 a tendance à mettre le PSG noise plus fort. Donc quand je fais des hi-hats, par exemple, je m'en sers pour faire parce que comme la batterie est monophonique, on ne peut pas faire grosse caisse charlet, puis ensuite caisse claire charlet. Donc la technique des compositeurs, c'est de faire grosse caisse toute seule, caisse claire toute seule sur le canal DAC, et de faire le charlet, le hi-hat, sur le canal noise. Plein qui le font, ça marche très très bien. Sur Mega Drive 2, mes hi-hats sonnent vachement fort. Donc quand je fais une version Mega Drive 2, j'ai tendance à les baisser. Petit tips comme ça. 8. DAC PCM, le canal qui cogne. Et je vais boire une gorgée de café parce que j'étais en train de me dire que j'avais les lèvres sèches. Donc ça ne sera pas coupé. Je ne supporte plus ces vidéos YouTube où on passe son temps à couper les cuts quand il y a un blanc. N'ayons pas peur du silence. D'ailleurs vous allez... Bah non, vous n'aurez pas le silence complet puisqu'il y a toujours la fantastique BO de Thunder Force 4 qui diffuse. Mais je vous laisse 4 secondes sans musique, sans ma voix, juste le temps de boire quelques gorgées de café. Vive le blanc. Petit retour. Alors voyons le DAC maintenant, le PCM, le canal qui cogne, qui sert à faire de la batterie, vous l'avez compris. Sega c'est plus fort que toi, Sega ça avait un DAC.
Et ce DAC, il est, moi je trouve, incroyable. Le DAC du YM2612, il permet de jouer des samples, c'est-à-dire de courts échantillons audio. Mais encore une fois, il faut retenir une règle simple. Il utilise le dernier canal FM, il le sacrifie. C'est comme s'il y avait un interrupteur, soit tu es en FM6, un canal FM, soit tu es en DAC. Mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Tu peux passer de l'un à l'autre, à n'importe quel moment, mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Chaque sample coûte de l'espace musical, il est stocké. Si le FM6 est ton canal de percussion DAC, il ne sera pas une basse, un accord ou un contre-champ. En même temps, je dis bien. Ce qui est intéressant et qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'encore une fois, si vous faites de la musique Mega Drive sur Reaper, Cubase ou Ableton, vous pouvez très bien charger 30 samples de batterie et les jouer et le DAW ne bronchera pas. Sur Sega Mega Drive, c'est complètement différent. Il y a de la mémoire. Cette mémoire est très petite. Chaque sample est coûteux en mémoire. Au-delà d'une certaine limite, ça va dépendre de la longueur du sample, 5, 6, 7 samples de plus de 1 seconde, la mémoire est saturée et il n'y a plus de place. C'est pour ça que dans la plupart des morceaux, on s'aperçoit que les sons de batterie se résument souvent à l'essentiel. Dans Sonic, on a très souvent une grosse caisse, une caisse claire, on peut avoir ici et là un petit bongo ou un petit scratch, par exemple dans Metropolis Zone dans Sonic 2. On peut avoir un petit son de hi-hats Charleston et c'est tout. Des fois des toms, mais on a globalement peu de samples. Bah oui, parce que si on veut encore une fois être fidèle, parce que là c'est bien composé pour Sega Mega Drive. C'est pas vraiment l'intitulé de cette vidéo n'est pas vraiment composé pour Sega Mega Drive dans votre DAW, hein, mais vraiment sur une musique qui peut être lue par la console. Donc, usage recommandé, kick, snare, tom, voix courte, impact, orchestre, hit, les fameux tout l'orchestre qui fait plam en même temps, et des bruitages courts, samples courts, secs. Il faut bien les préparer, vous les redécoupez dans votre DAW, vous les réduisez au minimum pour qu'ils prennent le moins de place possible, et en plus ça aura un style arcade. On évite les longues nappes, hein, au-delà de 1 seconde et demie, 2 secondes, le fameux Sega en début de ROM. Et c'est déjà un sample long. Il coûtait énormément de mémoire. Petite note, dans Devil Mask Legacy, les samples Wave peuvent être chargés si le système supporte le PCM. Le manuel note que les Wave peuvent être 8 ou 16 bits et que Devil Mask ne fait pas un resampling, c'est-à-dire resampler le son, le rééchantillonner, détailler. Le réglage fin se prépare plutôt dans un éditeur audio externe. Préparez vos samples si vous voulez utiliser vos propres samples. Monophonie, polyphonie et ruse d'écriture. On en parlait tout à l'heure. Alors là je passe vite, hein, c'est des trucs un peu plus qu'il faudra creuser par vous-même. L'arpège rapide, l'effet 0XY pour faire tourner plusieurs degrés sur une seule note. Le son tracker il est assumé et mais c'est pas un vrai accord. Hein, c'est vraiment une suite de notes qui va aller très vite. Le doublage du PSG, on l'a vu sur une mélodie à différentes octaves. Ça ajoute de la brillance, ça ajoute du chorus, c'est incroyable. Accord frappé sur 2-3 canaux, puis retour aux lignes. Alors ça demande une écriture plus verticale, on va dire. C'est-à-dire que là, ça va être la superposition qui va jouer. Sachant que sur chaque canal FM, vous pouvez appeler différents instruments. C'est pour ça que je ne l'ai pas annoncé, mais cette vidéo va bientôt se terminer. J'en préparerai une autre qui se passera directement dans Devil Mask, où on écoutera et on fera ensemble. La Channel 3, on en a parlé, hein. Petite ruse qui permet aussi d'avoir des trucs très intéressants. Et ce que j'appelle l'illusion harmonique, c'est-à-dire une basse plus un lead, mais la basse contient les fondamentales des accords et le lead, il contient les autres notes de l'harmonie, les tierces, les septièmes, les neuvièmes. L'ensemble en même temps, le fait qu'il ne joue pas les mêmes notes, on a déjà une idée harmonique qui se prépare. Le meilleur réflexe, c'est d'écrire d'abord la basse et la mélodie, puis seulement ensuite décider si l'accord doit être explicite. Beaucoup de musique Mega Drive paraissent pleines parce que les lignes sont très orientées, pas parce que tous les accords sont plaqués, bien évidemment. Il faut que chaque instrument ait sa place et une logique. On peut dire la basse va servir l'harmonie en jouant les fondamentales, on dit souvent elle plante les clous, elle va donner certaines notes. Le lead, il va par exemple amener la couleur. Les harmonies peuvent être faites avec d'autres channels. Mais la règle en composition, c'est que si on écoute une channel toute seule,
elle ne doit pas se décomposer, elle doit tenir toute seule. On doit pouvoir s'enjailler, on doit pouvoir l'aimer en l'écoutant tout seul. En disant, ah ouais, j'aime bien la basse toute seule. Parce que si vous aimez chaque piste ensemble, séparément, en disant elle a un rôle, je reconnais l'identité, je reconnais l'harmonie, et il y a une certaine mélodie, où il y a un rythme intéressant, parce que ça peut jouer sur le rythme aussi, et bien forcément quand c'est joué ensemble, c'est bien. Si c'est bien composé, ça doit pouvoir tenir debout sans artifice. Et c'est ça qui est incroyable dans la musique Mega Drive. On n'a pas d'équaliseur pour rattraper le mixage. On n'a pas de réverbération qu'on pourrait mettre sur une voix ou une guitare pour simuler une pièce fictive qui rendrait le son incroyable. On n'a pas d'écho, on n'a pas tous ces effets, on n'a pas tous ces artifices. C'est la ligne nue. Et la musique, elle doit tenir. Et ça oblige le compositeur à se plonger dans l'écriture musicale. Chose que aujourd'hui, nombre de mes confrères, pas professionnels, mais ont tendance à oublier. Aujourd'hui, on est très sur le sound design. On a des DAW, des ordinateurs hyper puissants avec des bibliothèques d'effets sonores considérables, et on met le paquet sur de l'écriture de sound design. Alors j'aime bien le sound design, mais il n'y a plus l'écriture derrière l'écriture musicale. La Mega Drive nous oblige à revenir en arrière, à revenir aux fondamentaux, à l'étude de la musique et à l'étude de l'harmonie et de la composition musicale. Il y a un moment, on était dans le siècle des Lumières, on avait de grands compositeurs, on a les écrits, on a tout sous la main pour apprendre à essayer d'imiter, de recréer ou de perpétuer ces gestes. Donc allons-y, étudions, et c'est ce qu'ont fait d'ailleurs ces compositeurs. Ils ont usé de leur talent d'écriture musicale pour essayer de le retransmettre sous la contrainte. C'est pour ça que sur YouTube, je vois énormément, surtout en ce moment, depuis l'avènement de l'IA, de personnes qui font des playlists Music Street of Rage, Golden Axe, Shinobi, etc. en version métal, en version si. Et c'est très propre, c'est très léché, c'est très beau, mais ça n'a aucune âme. Ça n'a aucune âme parce que la musique Mega Drive, encore une fois, avec ses 6 canaux FM et ses PSG, elle dit pas, il s'agit pas de faire mieux que Yuzo Koshiro, il s'agit pas de faire mieux que Motorio Kawashima ou des autres compositeurs. Il s'agit de dire, regardez ce que j'ai réussi à créer sous l'importante contrainte de ce qu'impose cette console. Il ne s'agit pas de dire aujourd'hui je peux doubler les guitares, mettre 3 basses, toute la batterie complète. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que justement il faut replacer dans le contexte l'œuvre musicale et dire j'avais ce matériau à disposition, voici ce que j'ai fait. Construire une cathédrale aujourd'hui n'a pas du tout les mêmes outils, les mêmes choses qu'il y a 200 ans. Voilà, et personne ne comparait ça, mais là c'est pareil. On devait s'efforcer, je pense, dans les années 90, enfin, fin 80, début 90, d'être rigoureux dans son approche de l'écriture. On ne dit pas je mets une basse parce qu'il faut une basse. Quel rôle central a-t-elle? Quelle place va-t-elle occuper dans ma composition musicale? C'est une longue parenthèse, mais c'est important pour comprendre aussi peut-être une philosophie d'écriture, une philosophie, la manière d'aborder la composition sur Sega Mega Drive. Je regarde pour où m'arrêter, puisque de toute façon je ne l'ai pas préparé à l'avance. Je pense que ce sera la dernière page, et celle-ci, on la verra sur Defolmask pour une prochaine vidéo. Cette vidéo approche les 50 minutes, je suis à 48 minutes de vidéo. Alors, sans aucun cut, sans aucun raté, sans aucun refait. Wouh, performance. Alors, composé dans Defolmask fonctionne comme un tracker multisystème. Moins complet que Furnace, il y a beaucoup moins de puces, mais quand même. Notes, instruments, volume, effet. Le manuel rappelle que le pattern contient les notes, effets, volume et changement d'instrument. Qu'il est possible d'ajouter jusqu'à 4 colonnes d'effets par canal. C'est incroyable. Alors, faut faire attention, parce qu'on peut mettre 4 effets par canal. On peut mettre des trémolos, par exemple des arpèges, on peut mettre tout un tas de trucs. La console, elle peut avoir du mal à le restituer. Si vous faites un morceau bourré d'effets et vous le passez dans la console, le Z80, si vous utilisez un driver qui prend le Z80, va avoir du mal quand il y a des rafales de commandes qui vont arriver pour le YM2612. Il va faire des choix, je vous le dis. Il y a certains trucs qui vont être sacrifiés sur l'autel. Il va faire des choix. Encore une fois, je le dis, le YM2612 est impitoyable. Mais c'est ça qui fait aussi son charme. Et encore, on n'a pas parlé du fameux Ladder Effect et de cette distorsion du DAC qui a vraiment créé l'identité sonore des batteries Mega Drive. Alors, note hauteur et déclenchement.
la touche tab sert en on-off. On le verra, ça c'est très important. Les instruments, les patchs FM, on peut les appeler dans les canaux. Les volumes de départ, alors au départ oui effectivement c'est 7F par défaut, mais après on peut changer les volumes, on le verra dans la prochaine vidéo. Les effets, commande de mouvement, vibrato, portamento, pan, note cut, sample bank, oui on peut aller chercher différents trucs. Et l'ordre des patterns, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose auquel il faut s'y faire au début, c'est un petit peu complexe. Ce sera tout pour cette vidéo, d'ici là n'hésitez pas à aller checker Deaflmask. Alors Deaflmask est payant, moi je l'ai acheté et je le lance via Steam. Et Furnace en revanche est gratuit. Furnace est gratuit, un peu plus compliqué à prendre en main. Il offre la possibilité de faire du multi-chip. Je le tease dans cette vidéo très rapidement, j'en reparlerai d'ailleurs, c'est la première fois que j'en parle. Mais j'ai créé une fake console qui aurait pu sortir dans les années fin 80, début 90. Avec le même processeur que la Mega Drive avec la Neo Geo. J'ai pris l'émulation du Motorola 68000 sur internet, mais je l'ai cadencé à 10 000 MHz, un peu plus que la Mega Drive mais un peu moins que la Neo Geo. Et toujours un Z80 pour le son, j'ai créé le driver, j'ai créé un GDK qui permet de faire des jeux. Je suis en train de tout expérimenter, de m'éclater, c'est incroyable. Et j'ai pris des puces Yamaha aussi et j'ai créé mon propre système pour faire de la musique sur cette console. Alors j'utilise la puce du Yamaha TX81Z qui avait, mais normalement elle a 8 canaux FM, je l'ai bridé à 4 canaux FM parce que sinon c'est trop cheaté. 4 canaux FM à 4 opérateurs mais à multi forme d'onde, incroyable. Et j'ai rajouté 3 canaux SSG, les mêmes que sur Neo Geo. Alors c'est pas PSG, c'est pas pareil, c'est SSG. Donc non seulement on peut les panner à droite et à gauche, chose qu'on ne peut pas faire sur la Mega Drive, d'ailleurs on en parlera du pan, très important. Et qui permet aussi d'être couplé avec du noise. Hein, on peut, chacun des 3 canaux SSG peut être soit juste une onde carrée, soit onde carrée plus bruit, ou soit bruit seulement, plus le panoramique, donc c'est très intéressant. Ensuite j'ai un canal ADPCM, comme sur Neo Geo ou sur PC98 ou X68000, qui permet de la lecture de samples, monophonique encore, et j'ai un canal ADPCM B, encore une fois comme sur PC98 ou sur Neo Geo, qui permet de la lecture de samples plus longs. Alors quand je dis plus long, ça veut dire une cymbale qui dure 1 seconde et demie, hein. C'est pas non plus, voilà. Le tout à peu près à 24 000 kHz, et je suis en train de commencer à sortir mes premières musiques. Alors on a dû, alors encore une fois, pour le bas niveau, il y a beaucoup de choses que j'ai fait moi-même. Comme tout le design graphique, les spécificités, aller chercher les moteurs des différents trucs et les assembler. Et pour le plus bas niveau, le driver, encore une fois, je me suis fait aider de l'intelligence artificielle, où je lui ai dit, bon bah voilà, j'ai récupéré tel driver, tel truc, tel machin, est-ce que tu peux modifier, est-ce que tu peux... Alors il y a beaucoup de choses qu'on a fait, qu'on a créé de zéro, from scratch comme on dit, parce qu'il se trouve qu'en fait, chaque chose qu'on prend sur internet a une licence et on peut pas en faire n'importe quoi, hein, forcément. C'est ce que je disais par rapport à mon manuel, n'en faites pas n'importe quoi, mais effectivement, chaque chose appartient à quelqu'un et ceci doit être respecté. Donc on a créé certains trucs du départ et je commence à sortir mes premières musiques dans un format qu'on a inventé spécifique, qu'on a appelé le DMR. La console s'appelle la DMS1 et le format qu'on sort s'appelle le DMR. Il ressemble un petit peu au VGM, mais il est quand même un petit peu différent. On envoie toutes les informations à la puce sonore, le TX transformé. Et là je suis en train de faire une adaptation sur Furnace pour qu'on puisse, parce que moi j'ai mes petits hacks de composition, j'arrive à composer les musiques sur Ableton et à les sortir en DMR. J'ai créé un outil à part. Mais je me suis dit que si je mets cette fake console avec ces outils de composition et de création de jeux vidéo sur GitHub par exemple, il faudra que je puisse permettre à certains compositeurs qui n'auront pas forcément tous mes outils de pouvoir recréer de la musique pour cette fake console. Et donc comme les puces sont naturellement dans Furnace, je suis en train de faire des tests pour sortir le VGM de Furnace et pouvoir le transformer ensuite via une petite application en DMR pour pouvoir le lire par la console. Je le tease ici, ça n'avait rien à faire dans cette vidéo, mais j'avais envie parce que je suis trop content du travail accompli. Et j'en dirai plus prochainement. D'ici là, je préparerai, je ne peux pas vous donner de date pour l'instant, mais je vais commencer à préparer la prochaine vidéo sur Deaflmask. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.